tous les dimanches, on se retrouve pour débriefer cette journée de Ligue 1. C'est la 22e qui nous intéresse aujourd'hui. Et avec un invité exceptionnel, aujourd'hui on est ravis d'accueillir le coach du Havre. C'est Lucas Elsner qui est avec nous. Bonsoir. Lucas, ce qui est en train de faire Julien Stéphan avec Rennes est notable. En si peu de temps d'atteindre un équilibre, avec des choses simples, dispositifs simples et des principes de jeu assez simples également, peut-être un peu moins simples à mettre en place. Non, et surtout, il a réussi à convaincre un groupe sur une remise en route. C'est simple en apparence, mais c'est très bien préparé constamment. Et puis, remettre une équipe en confiance, réanimer tout ça offensivement. Non, je trouve que c'est très impressionnant. Et puis, la série parle d'elle-même. Donc, oui, un grand chapeau, mais bon, j'ai le plus grand respect pour lui. On est plutôt liés d'amitié et c'est un superbe coach. Monaco ne gagne toujours pas chez lui. 4e match de suite sans succès à domicile. Cette inconstance à la maison, notamment, de Monaco. C'est plus de l'inconstance. C'est plus de l'inconstance. Ils enchaînent les mauvais résultats, clairement. Ils ont beaucoup de difficultés à mettre leur jeu en place, à se créer des occasions, à mettre vraiment la patte sur le match. Et je trouve que c'est un peu stéréotypé avec ce triangle offensif, avec un attaquant et deux numéros 10 derrière, en gros, qui participent beaucoup au jeu. Alors ça peut être Ben Yedder, Golovin, Akliouche, généralement, mais ça peut être remplacé par Minamino, enfin tout ça. Donc avec un jeu très axial offensif, où ils sont capables de combiner parce qu'ils ont une grosse valeur technique, mais dès que les adversaires, et puis le Havre y était il n'y a pas longtemps, arrivent à mettre de la densité dans cette zone-là, c'est dur pour Monaco, ils n'ont pas d'alternative en fait. Lens est une équipe qui pose deux types de problèmes, dans l'intensité et au niveau stratégique, tactique. Qu'est-ce qui vous a le plus plu de votre équipe aujourd'hui? C'est de répondre à cette intensité ou d'avoir répondu sur le plan tactique? Je vais te donner la réponse bidon, mais les deux. On a répondu avec un impact athlétique et pas mal d'énergie dans ce qu'on voulait faire. Donc ça c'était bien parce que ça nous a manqué dans les semaines précédentes. Mais puis tactiquement, on voulait retrouver un peu de stabilité et de discipline dans ce qu'on voulait faire sans être passif, parce que je pense que les dernières semaines, on a surtout trop été passif, on a regardé un peu jouer les équipes adverses. Donc non, je dirais les deux, même si ma réponse va te casser la tête, j'en doute pas. De la joie, bien plus que du soulagement. Rarement cette saison, l'Olympique lyonnais a vécu cette situation. 3e victoire de suite en championnat. Lyon peut enfin regarder devant lui. On sera guéri quand on aura 35 points. On est en bon chemin, oui, mais on n'est pas encore à destination. Olympique de Lyon is not in a position where it belongs to, but we are here to try to bring the club high. So step by step, I think we are on a good way. Cette OL-là, on parlait du mercato avec Dom, il a raison. Dans les têtes, a beaucoup changé depuis votre victoire à Océane il y a un mois. Ah bah oui, mais moi je trouve que ce qui est le plus impressionnant, c'est ce que le coach a réussi à accomplir, c'est remettre de la cohésion, de l'énergie, des joueurs qui se dépassent les uns pour les autres, et avec la qualité qui était déjà présente avant et celle qu'ils ont rajoutée au mois de janvier, eh bien ça a donné la bonne formule et ils avancent au rythme qu'ils se sont maintenant imposés. Demi-finale de la Coupe de la Ligue. J'étais sur le banc et le coach il me fait rentrer. Je crois qu'il y avait un partout ou 2-2. Je crois qu'il y avait 2-2. Le coach il me fait rentrer. Et là je me dis ah mais je vais jouer contre mon frère. C'est magique, je joue contre Marcus là. Ah, c'est comme ça on va être dans le jardin, je vais jouer contre mon frère. C'est magique. Et c'était quelque chose de magique. La première mi-temps était autant une satisfaction d'avoir quelque chose qui fonctionnait à peu près, correctement au plan stratégique, et puis une frustration d'avoir ces buts encaissés et de ne pas concrétiser des phases d'attaque. On n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais on a eu beaucoup de ballons intéressants à jouer, mais qui se sont soldés par des choses très très neutres. À la deuxième mi-temps, à partir du 3-0, c'est beaucoup plus une gestion de pas trop encaisser, et surtout de préparer la suite et de sortir des garçons qui potentiellement pouvaient être suspendus parce que voilà, on doit être aussi réaliste, être mené 3-0 et à Lille, il était probable qu'on ne reviendrait pas. Si je vous dis technique, tactique, physique, vous hiérarchisez comment? Je pense que c'est impossible à hiérarchiser tous ces éléments-là parce qu'ils sont imbriqués les uns aux autres, parce que c'est pour ça que ce sport est extrêmement intéressant, parce qu'il est multifactoriel, très complexe. Mais je pense qu'il y a un élément qui est totalement éliminatoire, je pense que c'est l'élément technique.
parce qu'il conditionne finalement absolument tout le reste. Si on fait des choix tactiques mais que les joueurs ne peuvent pas appliquer, les tactiques n'existent pas, et l'élément athlétique ne peut suffire à un jeu où les moments clés sont faits avec le ballon. Donc votre quotidien, il est axé plutôt sur le travail technique la semaine? On va travailler la technique, mais il y a toujours une relation à la tactique. Il y a toujours un contexte dans lequel cette technique va s'appliquer. Parce que je pense que les joueurs de Ligue 1, à ce niveau-là, ont besoin d'être sollicités aussi bien au niveau technique de base qu'au niveau cognitif. Donc pour moi, elle s'imbrique constamment, enfin ces deux paramètres s'imbriquent constamment. Heureux de l'entendre, parce que je ne suis pas sûr que tous les coachs de Ligue 1 le hiérarchisent comme ça. Sa non-titularisation est-elle la raison de son agacement? Kylian Mbappé remplaçant, l'explication avancée, purement sportive. Hemos intentado preparar el partido. Una plantilla de un equipo grande necesita de todos los jugadores y de un partido de Champions tan potente como fue el de San Sebastián, el de la Real, mejor dicho. Kylian et Ousmane sont des références ici. Et oui, je pense que quand ils sont pas là, ça change un peu. Il n'apparaît qu'au moment du coup d'envoi, entre Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, sourire et décontraction. Ne pas le voir dès le début du match, l'effet de surprise est côté nantais. C'est pas habituel, il aime enchaîner les matchs. Là, c'était un peu une surprise, je sais pas s'il s'y attendait. La première étape de sa tournée d'adieu à la Ligue 1 touche déjà à sa fin. J'étais déjà, il y a quelques saisons, triste de voir Ibrahimovic partir, parce que c'était un joueur complètement différent. Et c'est un peu la même chose avec Kylian maintenant. Voilà, c'est des joueurs pour lesquels on se déplace voir des matchs. On va bien profiter des 12 derniers matchs et puis on sera content de lui casser les pieds avec le club français quand il viendra avec son futur club étranger. Minimum 12 matchs, hein. La Ligue 1 mais pas seulement. On le voit souriant sur le banc parce que justement, il y a tous ses copains sur le banc avec lui, donc franchement, il n'avait pas l'air agacé. Mais bon, c'est un compétiteur, il veut absolument tout rafler, il veut marquer le maximum de buts, il veut tout gagner, qu'il soit sur le banc ou pas sur le banc, lui, en même temps, ils ont tellement de points d'avance, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On y va, Amalia, on y va.